Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'Action et des Comptes Publics. Dans un instant, je vais vous interroger sur les territoires parce qu'au fond, vous tenez les cordons de la bourse, certes, mais vous êtes aussi de manière plus officieuse. Presque le ministre des Territoires, votre ancrage à Tourcoing fait que vous y êtes le plus souvent et que Emmanuel Macron a pris l'habitude depuis le début de son mandat de vous interroger aussi sur la façon dont les territoires, notamment ruraux ou en tout cas plus éloignés de la capitale, vivent la réalité de sa politique. Un mot d'abord sur les inondations, parce que les territoires, c'est aussi ça. Inondations dans le sud-est avec 2 corps qui viennent d'être retrouvés. Est-ce qu'à ce stade, vous pouvez nous dire si l'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété, s'il y aura des gestes, s'il y aura des sous? D'abord, je voudrais avoir une pensée évidemment pour ces personnes, pour ces familles, et puis le sud de la France de manière générale, qui depuis plusieurs années, l'année dernière on l'a vu, cette année encore, connaît des inondations terribles, avec évidemment des victimes, et puis bien sûr des maisons dévastées, une économie parfois très inquiété par ces événements naturels. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Évidemment, comme nous l'avons fait l'année dernière, comme nous l'avons fait cette année avec la terre qui a tremblé, notamment dans 2 départements, la Drôme et l'Ardèche, nous serons au rendez-vous des catastrophes naturelles s'il le faut, bien sûr, et au rendez-vous de la solidarité nationale, comme on l'a fait dans l'Aude, comme on l'a fait à Cannes, et comme on le fera bien sûr sans doute dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Et on suivra bien sûr la visite du ministre de l'Intérieur en direct sur BFM TV. Territoire, c'est aussi, on remonte dans le Nord, Amiens, où Emmanuel Macron était présent en fin de semaine, et notamment à Whirlpool, qui reste un symbole de la difficulté à lutter contre la chute de l'industrie en France. Je voudrais que vous entendiez ces mots que François Ruffin, le député de la France Insoumise, a lancés à Emmanuel Macron alors qu'ils étaient précisément dans l'usine Whirlpool d'Amiens. Monsieur le Président, vous grandiriez l'État à admettre que vous avez merdé. Pas, à la limite, pas vous personnellement, mais que ça a merdé. Que pendant qu'il y avait ici, qu'il n'y avait rien qui se produisait et que c'était la catastrophe et que tout le monde pouvait voir que ça allait dans le mur et qu'il y avait des signaux qui étaient envoyés avec l'extérieur et on n'a pas eu de réponse. Alors Emmanuel Macron n'a pas dit qu'il avait merdé, mais cela dit, il a reconnu qu'en effet, il y avait eu notamment un problème de suivi. Est-ce que Whirlpool, qui est cette usine emblématique où pendant l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'étaient rendus, Emmanuel Macron avait promis qu'il y aurait une reprise. Et de fait, il y a eu une reprise, mais on a l'impression que c'était une reprise uniquement de façade, que c'est comme un village Potemkin où la façade est restée, mais derrière, il n'y avait plus d'activité, il n'y a pas eu de suivi, il est rentré à Paris et finalement, il n'y a plus eu d'action. Est-ce que ce n'est pas le problème de la politique aujourd'hui? Vous annoncez des choses, mais ensuite, quand on va sur le terrain quelques mois, quelques années plus tard, il n'y a rien. Bon, d'abord, c'est pas vrai. Moi, je suis élu régional de la région des Hauts-de-France. Je suis allé à Whirlpool au lendemain de l'élection présidentielle. Il y avait des gens qui travaillaient. Il y a eu un projet de reprise. Il a échoué. Je pense que le président de la République a eu l'honnêteté de dire que, bah oui, quand on essaye, parfois on échoue. Et le pire, c'est de ne pas essayer. D'ailleurs, M. Ruffin, il a des mains propres parce qu'il n'a pas de main. Il n'est pas en responsabilité et il n'attend que les choses se cassent la gueule, pardon d'être aussi vulgaire, pour pouvoir faire sans doute une partie de malin devant les écrans de télévision et surfer sur la misère des gens. Mais tout le monde y a cru au projet de Whirlpool. Bien sûr, le président de la République en premier, le gouvernement, la région. Xavier Bertrand avait beaucoup aidé également pour la reprise. Ça a échoué. Et je pense qu'il a eu le courage, le président de la République, de revenir sur le site aussi de ses échecs. Et je pense que c'est un président de la République courageux. Il faut le faire. Tout le monde ne fait pas ce qu'il a fait. Aller là où il y a M. Ruffin, là où il y a évidemment des gens qui connaissent la difficulté, la misère, le chômage, et dire bah oui, on n'a pas tout réussi ici. Et je suis venu vous l'expliquer longuement. J'étais devant ma télévision à regarder le président de la République. Et moi, j'ai aimé cette image d'un Emmanuel Macron qui allait au contact, y compris des difficultés. Et je pense que peut-être c'est une image qu'on aimerait revoir plus souvent d'un président de la République, au contraire d'une France qui travaille, et en l'occurrence une France qui connaît ses difficultés industrielles. Il ne faut pas qu'il arrête de continuer, comme il l'avait fait pendant les grands débats, d'aller directement au contact des Français. Ah, moi je pense que c'est le rôle essentiel du président de la République. Bien sûr, c'est de pas tout faire. Il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre, il y a des ministres. Mais le président de la République, il a un rapport, il l'a dit peut-être un peu lui-même, particulier avec la France, comme tous les présidents de la République. Et je crois que rester dans sa tour d'ivoire, c'est jamais bon. Il le fait, il est sur le terrain. Moi, je l'ai vu pendant le grand débat. Je l'ai vu hier à Amiens et on l'a accompagné au canal Seine-Nord voir les élus locaux, prendre le temps de lancer un grand projet d'infrastructure que personne n'avait fait pour notre région. Et moi, j'admire le courage d'Emmanuel Macron d'aller là aussi où il y a des échecs. Vous y allez aussi, vous, sur le terrain. Comment vous jugez le climat en France aujourd'hui? Certes, les Gilets jaunes, au moment de leur anniversaire, n'ont pas vraiment fait ressusciter le mouvement tel qu'il était au début. Est-ce que vous estimez pour autant que la France est apaisée?
Bon, c'est très compliqué de répondre à cette question. Je pense qu'il y a effectivement, ça devient évidemment un lieu commun de le dire, mais il y a plusieurs France. Il y a manifestement des métropoles qui vont bien, qui produisent de la richesse, qui sont dans la compétition internationale. Il y a des quartiers où se concentre la misère, où il y a parfois une cessation avec la République. Ça, c'est un sujet très inquiétant. Alors, le film Les Misérables le montre, mais tout le monde sait que la pauvreté est plus présente dans les quartiers qu'ailleurs, que l'immigration s'y est concentrée, les difficultés avec, et on a du mal à intégrer une population qui pourtant souhaite s'intégrer, pour une très grande partie d'entre elles. Et puis il y a des territoires ruraux qui connaissent parfois des difficultés économiques variables. Il y a des territoires ruraux qui vont bien économiquement, mais dont les gens se sentent très éloignés de tout. Des médecins, de l'hôpital, des services publics en général. Et c'est parfois un sentiment simplement, parfois c'est plus réel. Et cette France a 3 vitesses, les métropoles d'un côté, avec Paris et les grandes villes françaises, les quartiers de l'autre, qui ne sont pas loin de ces métropoles, mais qui vivent la misère, et les territoires ruraux où rien ne se passe, où on a en tout cas l'impression que rien ne se passe, c'est pas là que se passe l'enjeu du monde. Et bien je crois que ça fait des populations à plusieurs vitesses. Vous avez dit à un moment qu'il y avait des quartiers qui étaient en quasi-sécession avec la République. Il y a eu ce débat sur l'interdiction éventuelle de listes communautaires au moment des municipales. À titre personnel, vous êtes favorable à cette interdiction ou pas? Moi, je suis favorable à ce que la République soit un bloc. Et la République, c'est effectivement ne pas reconnaître les communautés. Il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Qu'importe votre identité sexuelle, votre identité religieuse, votre couleur de peau, évidemment, la République, c'est que des Français. Que des Françaises et que des Français. Et donc tous ceux qui porteraient des programmes et qui appliqueraient surtout des décisions qui distingueraient les gens selon leur identité. Imaginons un maire qui décide des repas communautaires dans les écoles. Imaginons un maire qui, dans une folie, dirait la piscine, il y a des femmes et il y a des hommes à des horaires différents. Évidemment, ils doivent être, à mon avis, si ce n'est condamnés, en tout cas déchus de leur poste de responsabilité. Mais je crois que le président de la République a raison de dire que ça se voit au moment où on prend les décisions. Et il y a des armes administratives et juridiques pour ça. Ça veut dire que vous ne les interdirez pas au moment où ils sont candidats. Il n'y aura pas d'interdiction formelle de listes dont on découvrirait qu'elles sont communautaires, comment les définir d'ailleurs. Mais en revanche, au moment de décisions comme celle que vous venez de lister, là, pour le coup, on pourrait déchoir les maires de leur mandat. Moi, je souhaite que lorsque des gens prennent des décisions qui sont contraires à la République, aux valeurs les plus essentielles de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes, le fait qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale, ne pas distinguer les enfants de la République, évidemment, à l'école ou à la cantine. Bien sûr, je crois qu'il faudrait rappeler que ces personnes qui portent aussi un peu l'aura de l'État. Un maire, il est à la fois, c'est pour ça qu'il y a une écharpe, l'agent d'état civil et en même temps l'élu de sa population. Et il faut qu'il soit effectivement conforme à nos valeurs républicaines. Ça veut dire, je reviens quand même sur ce mot. Moi j'ai toujours dit, mais je l'ai dit dans un débat il n'y a pas très longtemps. Déchoir. Moi, je suis pour qu'effectivement nous prenions des décisions dures envers les élus qui seraient communautaires et qui prendraient des décisions effectivement communautaires. Je suis aussi pour que les agents du service public qui ont un devoir de neutralité voient les élus avoir le même devoir de neutralité. Tous les élus municipaux n'ont pas le même devoir de neutralité religieuse. Alors on a très très peu de cas aujourd'hui, mais enfin demain sera un autre jour sans doute. Et même si c'est très minoritaire, je pense qu'il faut éviter les chevaux de Troie. Voilà. Et donc moi je suis pour la République. Et autant je crois qu'une certaine droite a eu longtemps un discours très dur sur l'islam de France, considérant que quand on était musulman, on n'était pas tout à fait capable d'être intégré à la République, ce qui est une erreur absolue, en plus d'une bêtise confondante. Mon grand-père était harki, il a prié Allah et la République, il s'est battu pour la France, il était très fier de mourir en français. Et de l'autre côté, on ne doit pas accepter l'islam politique. Parce que je crois que les Français voient, y compris nos compatriotes musulmans qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre comme tout le monde, les Français voient qu'il y a un cheval de Troie et qu'il faut le combattre. Cette semaine, justement, Emmanuel Macron était face aux maires de France, lors du congrès des maires de France. C'était pas folichon. Alors, on peut pas dire que c'est la même tension que l'année dernière, mais il n'y a pas non plus un véritable enthousiasme. L'enthousiasme des maires aujourd'hui et des Français, il est plutôt du côté de François Baroin, le maire de Troyes, qui est jugé par plusieurs sondages comme proche des gens, compétent, davantage qu'Emmanuel Macron. Et François Baroin, il enfonce le clou parce que dans son dernier livre, il décrit Emmanuel Macron et Édouard Philippe comme, je le cite, sourds à la détresse des humbles. Est-ce que ça aussi, c'est un combat qui se passe et pour lequel, pour l'instant, c'est plutôt François Baroin qui gagne? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. François Baroin est un homme de qualité, chacun le sait. Il représente les maires de France aujourd'hui. Il a été mon président puisque j'ai été maire. Je ne crois pas qu'il aujourd'hui porte une tendance politique en présidant l'AMF. Je crois qu'il fait toujours très attention à ne pas faire de politique politicienne. On lui prête un destin présidentiel, c'est tout à fait légitime et normal.
Moi, j'ai eu des désaccords avec François Baroin. Quand il a choisi François Fillon, quand il est allé au Trocadéro, voilà, moi, c'était pas ma droite. Pourtant, je sais qu'il est sans doute, avant moi, bien sûr, profondément gaulliste. Donc, on a eu cette différence-là en 2017 qui nous a fait sans doute séparer nos chemins. Mais cependant, c'est quelqu'un de qualité, j'ai pas de commentaire à faire. Si c'est que moi, je crois que le président de la République, il est aujourd'hui aux commandes d'un pays qu'il faut réparer. Et c'est facile de commenter, c'est beaucoup plus difficile de faire, et je crois qu'il le fait et qu'il le fait bien, le président de la République. Gérald Darmanin, pour les municipales, il y aura donc 2 têtes de liste, c'est un secret de polichinelle, Édouard Philippe au Havre et vous à Tourcoing. Le reste des ministres, comment vous expliquez qu'il n'y aille pas? Moi, je suis attaché à Tourcoing, j'y habite, j'y suis élu, j'y vais extrêmement souvent, parce que c'est chez moi, c'est là où je suis bien. Est-ce que je serai tête de liste? Je vois bien que vous essayez de poser la question de manière indirecte. Je ne vous l'ai même pas posé, vous avez remarqué? Oui, vous l'affirmez. Bon. C'est quelque chose qui se décide d'abord avec une équipe municipale qui a beaucoup travaillé, qui est aujourd'hui aux commandes. Donc je ne décide pas tout seul. Une ville, ça n'appartient à personne. Pas au maire sortant, pas au ministre, à personne. Ça appartient aux Tourquenois en l'occurrence. Donc moi, je vais respecter ce temps-là. Ensuite, le président de la République, il a demandé à ses ministres à la fois de s'impliquer et en même temps d'attendre le moment où ils auront terminé leur mandat ministériel. Moi, j'ai un budget à faire voter, j'ai un Brexit à préparer. Au mois de décembre, ce sera quasiment fait. En janvier, ce sera un autre moment. Et j'ai dit vous prendrez donc votre décision en début d'année? Pour la Saint-Valentin, c'est une histoire d'amour, un homme avec une ville ou une femme avec une ville. Donc on aura l'occasion d'en parler aux Tourquenois et je ne le ferai sans doute pas sur BFM. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes donc en tout cas dans ce cheminement au minimum. Vous comprenez qu'aucun des autres ministres véritablement n'y aille. Vous aviez terrorisé il y a un an, vous aviez dit il faut qu'on aille sur place, il faut qu'on soit à portée d'engueulade. Oui, mais je pense que c'est avec les soldats qu'on fait la guerre. Moi, je pense qu'effectivement, les hommes et les femmes politiques doivent se présenter aux élections. On peut très bien être nommé et faire une très grande carrière pour le pays. Georges Pompidou a été nommé Premier ministre, il n'a eu aucun mandat. Bon, après, il s'est présenté aux élections. Donc je crois que la vocation d'une femme et d'un homme politique, c'est d'aller aux élections, quelles que soient ces élections. Et c'est le courageux, moi je vois Benjamin Griveaux, sortir du gouvernement pour se présenter aux élections. On voit bien que c'est pas facile. Moi je soutiens Benjamin Griveaux. C'est un risque, et c'est un beau risque. Et c'est beau de prendre un risque, de dire aux gens, est-ce que finalement vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas? Est-ce que vous me trouvez capable de gérer ou pas pour vous? Emmanuel Macron avait justement théorisé l'idée qu'il fallait reprendre des risques. De la République. Le reste des ministres, visiblement, ne l'a pas tout à fait compris. Tout le monde n'est pas obligé d'être candidat aux élections municipales. Il y aura des élections cantonales, des élections régionales. Moi, je crois que la vocation des ministres, c'est d'aller aussi au combat électoral. Vous leur donnez le bénéfice du temps. Mais je pense que c'est pas si facile que ça pour des gens qui n'ont jamais été élus de se présenter. Vous savez, c'est très particulier de se présenter aux élections. Alors tout le monde dit oui, il y a une part d'ego, le gâteau doit être beau. Je sais très bien ce que pense une partie de la population. Mais avoir son nom sur un bulletin de vote, effectivement être à portée d'engueulade, être sous l'œil des critiques, ne pas tout faire bien et se faire engueuler pour ça, ça vous rabaisse un petit peu, si j'ose dire, votre prétention, votre ego. Et quand je reviens de Tourcoing, je suis en général beaucoup plus épais sur terre que quand je pars de Paris. 2 questions sur des sous, l'un sur la SNCF, l'autre sur EDF, parce que ça aussi c'est les territoires. SNCF, là encore, en images, on a vu Emmanuel Macron aux côtés du nouveau président de la SNCF à Amiens, et pourtant l'État ne tient pas sa promesse. Elle avait promis d'investir 3 milliards d'euros pour rénover le réseau ferré public. C'est les passages à niveau, c'est les ponts, c'est toutes les infrastructures. Il manque 400 millions d'euros, c'est ce que révèle Le Monde hier. Est-ce que vous allez compléter? C'est tout à fait faux. Bon, d'abord, Jean-Pierre Farandou est un excellent président de la SNCF. Nous avons un conseil d'administration très bientôt de SNCF Réseau, c'est ceux qui font les réseaux, les lignes, voilà, dans lequel l'État, singulièrement la direction du budget, est-ce que les 3 milliards seront au rendez-vous? Il y aura l'argent, il y aura plus d'argent que dans les années précédentes. Donc il n'y a pas de sujet sur ce point. Le Premier ministre a dit, voilà, quelques mois, que les petites lignes ne seront pas décidées de Paris, mais des territoires, avec l'argent qui ira avec. Nous mettons beaucoup d'argent, notamment dans ce qu'on appelle les contrats de plan État-région. En fait, c'est de l'argent que met l'État pour aider à refaire ce genre de ligne. Moi, j'étais vice-président au transport de ma région. Et troisièmement, je rappelle qu'on a quand même fait quelque chose de formidable à la SNCF. On en parlera peut-être tout à l'heure pour l'hôpital. On a mis fin à la dette accumulée depuis 40 ans. Et en libérant ces plus de 30 milliards de dettes, en les reprenant, ce qui pose peut-être parfois des problèmes pour l'État, on a libéré la SNCF de pouvoir investir aussi. Mais Gérald Donc il y aura l'argent. Je voudrais juste savoir, il y aura l'argent. Promis 3 milliards, est-ce qu'il y aura 3 milliards? Au conseil d'administration, je ne vais pas faire le conseil d'administration de SNCF Réseau avant, il y aura l'argent et l'argent promis par le gouvernement. Et un dernier mot, hausse des tarifs de l'électricité. EDF a déjà augmenté ses tarifs réglementés de 6% en juin. Il pourrait à nouveau augmenter de 3% en janvier. Il n'y a vraiment pas d'autre solution, vous n'auriez pas pu faire autrement?
Alors vous savez que depuis un certain temps, malheureusement, si j'ose dire, ce n'est pas le gouvernement qui décide des augmentations d'électricité. En même temps, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut une électricité qui est décarbonée? Est-ce qu'on veut plus d'énergie renouvelable? Est-ce qu'on veut absolument... Moi, je suis plutôt favorable au nucléaire. Donc ça a un coût? Ça a un coût parce qu'on sait tous que le nucléaire, ça a des questions, les déchets, très importantes, qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais en même temps, c'est une électricité peu chère, effectivement, et par ailleurs décarbonée parce qu'elle ne produit pas de CO2. Faire beaucoup de renouvelables, ça pose un certain nombre de problèmes. D'avantages, évidemment, d'énergie propre, et puis d'inconvénients, c'est plus cher que l'électricité nucléaire. Donc il faut aussi qu'on connecte nos deux parties de notre cerveau. Il y a un côté très écologique, et puis il y a un côté on veut pas cher. Et donc ça se verra forcément à un moment ou un autre sur la facture. Gérald Darmanin, vous restez avec nous, on poursuit cette émission dans un instant.